Nos salutations, nous présentons tout neveu le meilleur à toute la communauté musulmane qui vient de fêter la Tabaski et à l'humanité tout entière. Nous prions bien sûr pour un monde beaucoup plus apaisé, un monde où la fraternité, surtout la solidarité humaine, sera le centre de gravité. Chers peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations en inbox et puis nous avons suivi certaines émissions. Beaucoup d'Africains, de panafricains, de plus en plus, s'inquiètent de cet encerclement des pays de l'Est par les forces, bien sûr, de l'oncle Sam, c'est-à-dire otaniennes. Bon, il n'y a pas beaucoup plus de peur. Nous avons jugé nécessaire de communiquer, essayer d'apporter une analyse un peu beaucoup plus approfondie, une analyse un peu technique pour voir ce que cela implique concrètement. Encercler les pays de l'Est, d'accord, mais il faudrait voir la faisabilité. Est-ce aujourd'hui ces gens-là ont réellement les moyens d'encercler les pays de l'Est, ou c'est un encerclement qui est beaucoup plus sur le plan communication, c'est-à-dire c'est juste des opérations de com. Beaucoup seront surpris peut-être du début de cette analyse, mais pourtant c'est une réalité. C'est encercler concrètement à l'aide de quoi? Une base dans chacun des pays, tout autour des pays de l'Est, tout au plus des bases militaires. Chaque pays de l'Est comporte en son sein combien de bases? Ces gens-là ne se mettent même pas en difficulté. En plus, il faudrait prendre en compte d'abord la superficie des pays de l'Est. Le Mali, c'est plus d'1 238 km². Le Niger, un peu beaucoup plus, autour d'1 267 000 km². Le Burkina fait aussi beaucoup mieux, avec plus de 200 000 km². Donc, nous avons affaire à un pays très vaste. Si les 3 pays de l'Est deviennent une confédération, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. Oui, c'est le pays vaste, le plus vaste d'Afrique. C'est l'entité politique la plus énorme, la plus immense, la plus grande d'Afrique. Les 3 pays de l'Est. Ça d'abord, il faudrait inclure ça dans l'analyse. Or, des pays qui connaissent ce qu'on appelle la profondeur stratégique, généralement, ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels pays. Tout au plus, vous pouvez continuer à les déstabiliser de façon ponctuelle, mais dire qu'il faudrait venir à bout de ces pays, comme s'il s'agissait d'un pays en miniature, techniquement, ça demande beaucoup de moyens. Nous allons entrer en profondeur de notre analyse. D'abord, il faudrait rassurer les Africains que cette chose, il faut positiver certaines choses. Leur tentative d'encerclement, ça peut être néfaste contre eux-mêmes. Ça peut être dommage contre eux-mêmes. Parce qu'à vouloir implanter des bases ici, ça montre qu'ils sont en train de dégager d'autres pans de ce monde où ce sont surtout des gens qui ont des moyens militaires de leur faire beaucoup plus du mal qu'aujourd'hui des pays africains. L'Afrique, c'est une énorme réserve en termes de richesse, c'est-à-dire en matière économique. Et donc, ils ont peut-être, leur intérêt, c'est de contrôler, d'avoir les bases, de dissuader des pays africains, de quitter leur giron, ce qu'ils appellent, quitter leur zone d'influence. Donc, ils veulent garder ces pays africains en intimidant par certaines bases. Maintenant, est-ce que c'est des bases offensives? Certes, c'est des bases qui doivent sans doute contribuer à former des terreurs et autres, mais est-ce concrètement, c'est des bases où il faut projeter des forces tout de suite à l'intérieur des pays qui sont totalement indépendants et souverains? Ça aussi, c'est calcul, c'est à voir, parce que pour envahir un pays, on a besoin de combien d'hommes? Les pays de l'Est, c'est autour de 80 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est plus de 70 millions d'habitants. Vous savez, le recensement chez nous en Afrique, ce n'est toujours pas bien fait. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui ne sont même pas recensés. Bon, la communication qui fait peur, les pays de l'Est sont encerclés d'abord par, bien sûr, les forces du mal, les forces de l'OTAN. Il faudrait d'abord se dire, premier point, que chaque pays de l'Est a une armée et les 3 pays de l'Est sont en train de constituer une grande armée.
Donc techniquement, les pays de l'Est s'y attendent, les pays de l'Est se préparent à de telles choses. Et si les pays de l'Est se préparent à de telles choses, qu'est-ce que nous pouvons dire davantage dans, qui implique l'encerclement des pays de l'Est? Pourquoi un tel argument? Le premier argument avancé et qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est l'implantation de leur base. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est des forces terroristes dont ils disposent. Le troisième argument, c'est des États qui travaillent alors qu'on s'est dit des dirigeants marionnettes. En ce qui concerne leurs bases militaires, leurs bases sont en mesure d'encercler totalement les pays de l'Est. Aujourd'hui, ces gens-là manquent d'effectifs au niveau chez Zelensky un peu partout. Ils ont besoin d'être présents au niveau de la mer de Chine, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, ils ont besoin d'être partout à la fois. Or, aujourd'hui, l'ère démographique qui est en chute libre, généralement, c'est des opérations de com. C'est des intimidations. Est-ce techniquement, ils peuvent tenir sur le long terme? Ils ne peuvent pas. S'ils pouvaient, ils n'allaient pas fuir Afghanistan ou bien l'autre là, ils étaient tous là-bas, face à des bergers armés. Donc, ils n'allaient pas techniquement fuir tous ces pays. Parce que nous autres, pour vaincre, pour réussir ce combat, nous devons nous doter d'un moral d'acier, d'un mental d'acier. Disons-nous qu'ils ne peuvent pas nous vaincre. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait négliger ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faudrait surtout montrer aux Africains que même s'ils se mettent tous ensemble, ils ne peuvent pas nous vaincre. Que ce temps est révolu. Il suffit que les Africains acceptent de se mettre ensemble pour mettre ces gens-là en échec. Parce que les Africains décidés à se battre, je ne vois rien de mieux. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « L'union au sein du troupeau oblige les lions à dormir avec la faim. » Oui, ce proverbe, je crois, c'est une réalité. Rien ne peut vaincre un peuple mobilisé. Donc, ces gens-là dire qu'il y aurait des militaires, des leurs militaires qui vont descendre, commencer à faire la guerre, d'abord, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable parce que le monde entier pourra d'ailleurs se soulever. Parce que ce qu'ils appellent le Sud global n'attend qu'une telle occasion. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait subir au pays de Poutine pour avoir mis pied de l'autre côté. Donc la même chose, aujourd'hui, ils peuvent le faire de façon indirecte, c'est-à-dire à travers des terreaux, on va toucher à ces points tout de suite, mais dire qu'ils vont venir frontalement décider de déclarer des guerres aux pays membres de l'AES, c'est s'ils le font, ils vont se faire suicider. Ça risque d'être, quand on parle d'une guerre, il y a des dommages des deux côtés, mais ils vont se battre loin de leur site de production d'armement. Jusqu'à quand ils pourront continuer à faire transiter des armes par des biens, des avions cargo, par des biens des navires, or qui peuvent être des cibles légitimes. N'oubliez pas qu'il y a d'autres forces qui s'implantent, bien sûr, dans des pays qui ont du littoral. N'oubliez pas cette histoire de piraterie et autres. Donc, ravitailler simplement leurs hommes jusqu'au niveau de l'Afrique, techniquement, ça va poser un défi logistique considérable. Déjà qu'ils ils ont suffisamment du mal à aider, en train de faire ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de contrer les forces, bien sûr, poutiniennes. Ils sont en difficulté. Et dire maintenant la distance de leur pays jusqu'à l'Afrique, qu'ils pourront tenir sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. On a déjà vu lors de l'intervention contre Kadhafi, plus le temps passait, plus ils étaient très en difficulté. Ils étaient même en train de parler d'enlisement. Il a fallu que des fameuses nations arabo-musulmanes se mettent ensemble et décident de leur apporter un appui solide des troupes au sol. Beaucoup de pays tout autour de la Libye ont envoyé leurs forces spéciales. Et beaucoup d'autres au-delà de la Libye, qui n'ont même pas de frontières, ont aussi envoyé leurs forces. Mais c'est déjà difficile de les distinguer avec des Libyens. C'est comme aujourd'hui un Mali et un Guinéen, comment faire la distinction. Physiquement, les traits physionomiques, c'est la même chose. Un Malien, un Burkinabé, même un Malien ivoirien, comment faire ces distinguos? C'est difficile. Parce que nous, Africains, ces frontières-là ne sont qu'artificielles. Nous sommes en réalité un grand peuple. Et surtout toute cette partie d'Afrique de l'Ouest. Donc, dire qu'ils vont parvenir à ravitailler, à tenir un front
au-delà de leur base, ça serait un coup monstrueux. Et s'ils s'engagent dans une telle aventure, leurs rivaux les plus directs, qui ne sont pas des Africains, qui sont sans doute à des années-lumière de leur niveau d'armement, mais leurs rivaux directs aujourd'hui, qui attendent de faire chuter leur monnaie, qui d'ailleurs sont en train de faire chuter leur monnaie, mettre leur économie en difficulté, mettre leurs troupes en difficulté un peu partout, vont sans doute profiter pour mettre mes basses. Or, ça va profiter, ça va permettre non seulement à Poutine d'avancer, atteindre tous ses objectifs à ce niveau, parce qu'il sera embourbé du côté de l'Afrique, mais vous allez prendre des pays comme la Chine, qui n'hésitera pas une seconde à atteindre leurs objectifs par rapport à ce qu'ils ont toujours voulu au niveau de Taïwan. Et à ce niveau, c'est toute la mer de Chine. Or, qui contrôle la mer de Chine aujourd'hui contrôle à peu près 60% du trafic mondial. Ça, c'est très clair, 40 à 60% du trafic mondial. Donc, je ne pense pas qu'ils vont s'embourber. À nous de dire aux Africains de se calmer. Et ces gens-là, une fois de plus, essaient de nous prendre par une communication, par des intimidations, bomber des muscles. On plante une base par là, une base de l'autre côté. Mais techniquement, ces bases-là ne pourront pas servir à une invasion directe de leurs troupes. Ça, c'est le premier argument qu'il fallait d'abord apporter. Et si ils ne peuvent pas envoyer, on a déjà prouvé au niveau des démographies hautes, ils sont en difficulté, s'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants combattre directement contre des pays africains, parce qu'ils ne vont pas tomber dans ce qu'ils ont fait au niveau du Vietnam et de l'Afghanistan. Ils savent aujourd'hui, le monde est tellement interconnecté que chez eux, ça peut occasionner même des soulèvements. Parce que beaucoup de leurs peuples commencent à comprendre leur jeu. Ça va rester quelle option sur la table? L'option que leurs bases vont servir à la formation des groupes terroristes. Ça, c'est la thèse la plus plausible. Et ça, c'est déjà en cours. Ça, c'est réel. Et c'est quand ils ont occupé Kidal qu'ils ont formé des gens comme le Koufa et autres. Beaucoup de les Abou Zéfa ont tous été formés à ce niveau. Et pour opérer une descente dans les autres parties du Mali jusqu'au niveau du Burkina et autres. Oui, former des terroristes, ça oui, ça c'est une information plausible, c'est faisable et c'est déjà fait. Parce que l'histoire du terrorisme, nous en savons depuis le groupe Irgun. Allez chercher le groupe Irgun, c'est quoi? Vous allez vous-même découvrir ce que ça veut dire. Maintenant, les terroristes, ils les ont déjà formés. Le Mali seul abrite plus de 10 groupes terroristes des différentes renommées. Oui, le Mali seul abrite plus de 10 groupes terroristes qu'ils ont formés. Ils ont différentes appellations, mais tous ces groupes ont les mêmes objectifs. Il s'agit de démilitariser nos pays. C'est ce qui d'ailleurs a poussé les Maliens, l'armée malienne, à prendre le pouvoir. Et après, les mêmes impérialistes et leurs supplétifs ici commencent à crier à des coups d'État, à des putsch, à des gentes. Mais ils ont créé toutes ces conditions. Parce qu'il faut le dire, s'ils n'avaient pas intervenu en Libye, s'ils n'avaient pas livré des armes à ces gens en Libye, si après la Libye, ils ne leur avaient pas dit d'envahir des pays du Sahel qui eux-mêmes, ils ont désarmé, ça il faut le dire, nos pays ont été désarmés. Sachant qu'ils ont désarmé nos pays, au lieu de nous laisser au moins tranquilles, ils nous envoient des terroristes lourdement armés, des mercenaires. Et face à des pays désarmés, mais chaque jour des militaires tombent. Il est logique que les militaires reprennent en main l'outil politique pour décider de la politique de défense. Parce que jusque-là, nous, on était... Et puis, ils faisaient même l'éloge du Malien. Le Mali est en avance en matière de démocratie. Il y a eu passation entre deux présidents. Et je rappelle au passage que chez Alassane Draman Ouattara, il n'y a jamais eu passage, bien sûr, de témoins, c'est-à-dire un président sortant et un président rentrant, de façon qu'ils appellent démocratiquement, ça n'a jamais eu lieu. Cela a eu lieu au Mali. Alpha Omar a fait ses 2 mandats. Ensuite, ATT qui avait renversé Moussa Traoré en 91, il est revenu, il a été élu. Et il a fait presque 2 mandats, 3 mois de la fin de son mandat. Il avait juré de ne pas se représenter. Ce sont les mêmes impérialistes qui ont tout fait pour le renverser, qui ont manipulé des gens, qui ont envoyé
déjà pour renverser son pouvoir. Et quand on nous dit que non, soyez dans la démocratie, on ne comprend pas. Ce sont eux qui ont amené leur fameuse démocratie, ce sont eux qui l'ont enlevée. Et on s'en prend à qui finalement? Donc, des mercenaires là sont toujours là à leur mission. Mais ceux qui ne savent pas, dès que vous envoyez des mercenaires, ils ont un plan, mais il y a toujours des plans de Dieu aussi. C'est ce qu'ils n'ont jamais vu. Tant au niveau de la Libye qu'au niveau des pays de l'AES. S'ils avaient vu que, en envoyant des mercenaires ici, les pays de l'AES allaient inviter leurs plus grands rivaux au monde à venir ici militairement, je ne pense pas qu'ils allaient s'hasarder jusqu'à ce niveau. Puisque souvent, c'est des gens qui ne voient pas plus que le bout de leur nuit. Donc, leurs bases vont servir à former des groupes terroristes. Ça, c'est déjà une réalité. Et ça, sur ce point, cet encerclement est beaucoup plus physique. Parce que les groupes terroristes, vous les avez au Nigeria, vous les avez au Tchad, vous les avez au Niger, vous les avez au Mali, vous les avez au Burkina, vous les avez au Bénin, vous les avez en partie des opérations au Togo, vous les avez un peu partout dans la sous-région. Et ces groupes terroristes sont formés dans la plupart des cas, nous les savons, partout où ils ont leur base. C'est quoi le point frustrant entre le Mali et la Mauritanie aujourd'hui? L'Algérie, on dénonce son soutien à ces groupes terroristes, d'accord. Mais où sont formés ces groupes terroristes? Quel est le pays qui a pactisé avec ces groupes terroristes? Pourquoi le Niger est en bruit avec le Bénin? C'est parce que de la base de la junte macronienne à Kandil, là-bas, les terroristes sont formés. Et aujourd'hui, l'Union européenne, beaucoup nous disent, ouais, cette information ne peut pas être vraie. Nous attendons toujours les démentis de l'État sénégalais, du gouvernement sénégalais. Ce n'est pas nous qui disons, quand il y a un journal qui tient de tels propos contre votre pays, vous êtes en droit de démentir. Il y a un porte-parole du gouvernement pour cela. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que le Mali, les pays de l'Est ont expulsé des médias mensonges. Donc si c'est des mensonges contre votre État pour vous mettre à mal, contre bien sûr vos frères, mais il faut démentir. Si vous ne démentez pas, qui ne dit mot consent. Ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, au-delà de ça, ils vont former des groupes terroristes, ils vont continuer à les former, mais sauf que les groupes terroristes, militairement, sont en difficulté. Ces groupes terroristes manquent de plus en plus d'hommes. Ces groupes terroristes sont en train de forcer les recrutements. Tant les vecteurs aériens hautes et les troupes au sol, ici au niveau de l'Est, montent tellement en puissance. Donc, des groupes terroristes seront en difficulté. Et si les groupes terroristes sont en difficulté, qui doit arriver? Qui pour secourir, bien sûr, ces groupes terroristes? C'est là peut-être que nous arrivons au niveau du troisième élément. C'est quoi? Des régimes vassaux à leur solde. Et ces régimes vont oser s'attaquer directement au pays de l'AES? La réponse, évidemment, c'est possible. Oui, c'est possible. Vous savez, un vassal est prêt à tout. C'est dans un tel plan machiavélique qu'ils sont en train sans doute d'armer certains de ces pays. Nous, c'est vraiment bénéfique. Parce que vous armez un pays aujourd'hui, vous avez le contrôle de ce pays, qui vous dit que demain, vous aurez toujours le contrôle de ce pays. Nous, longtemps dans leur plan stratégique, c'était que des pays africains, les pays d'Afrique subsaharienne, et je précise, ne doivent jamais être lourdement armés. Parce que quand un pays est lourdement armé, le pays peut dire non. Et le pays peut avoir les moyens de s'offrir une souveraineté politique. Et qui parle de souveraineté politico-militaire, parle de souveraineté économique. Voilà, ces trois outils vont ensemble. Et souveraineté culturelle et haute, tout ça, on retrouve dedans. Mais il faut d'abord avoir une armée. C'est-à-dire, soyez fort d'abord pour défendre votre corps. Et si vous êtes suffisamment fort, vous pouvez dire à vos yeux de regarder là où vous voulez. Ah oui, souvent vous pouvez dire à votre bouche, ouais, dis ce que je vais dire. C'est ça. Mais soyez d'abord fort. Il faudrait d'abord que votre pays soit militairement fort. Et là, le fait qu'ils soient en train d'armer ces pays, et nous savons aucun de ces pays ne va s'hasarder, par endroit, il peut y avoir des escarmouches, c'est-à-dire certains débordements au niveau des frontières, mais pas plus. Parce qu'aucun de ces pays aujourd'hui, dans ce monde de communication, n'a intérêt à agresser son pays frère pour le beau jeu des impérialistes. C'est ce qui a failli se passer au Niger, mais n'oubliez pas, la communication a beaucoup joué
dans l'annulation de ce qui s'est passé, de ce qui était prévu contre le Niger. Donc, ils ont décidé de changer de format et d'envoyer plutôt des groupes terroristes contre le Niger et bien sûr contre tous ces pays. Donc, leur format de terroristes, oui, mais non seulement les forces otaniennes ne vont pas attaquer directement, mais vont attaquer par proxy, une guerre asymétrique, comme c'est toujours le cas. Et troisième élément, est des États de la sous-région vont déclarer la guerre aux pays de l'Est et peut avoir des escarmouches par endroits. Ça, ce n'est pas à exclure. Oui. Mais dire qu'une opération passait à de tels risques, vous savez, si il s'était passé quelque chose contre le Niger, il allait avoir beaucoup de renversements de pouvoir. Oui. Parce que quand vous opérez contre le Niger, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous envoyez vos troupes d'élite. Parce que vous allez affronter là-bas l'armée du Niger, du Burkina, du Mali. Vous allez envoyer aussi vos troupes d'élite. Dès que vous envoyez vos troupes d'élite, votre régime est totalement exposé. Et oui, les quelques militaires qui sont restés là-bas, le pouvoir est à leur merci. C'était facile. Et puis, les pays de l'Est sont dirigés par des militaires qui parlent avec d'autres militaires. Les fameux gens de la CEDEAO qui disent avoir des politiques à leur tête, des politiques ne peuvent rien faire ici. On t'a déstramatalisé des syndicats, des partis et autres. Pas plus. Qui tient l'armée tient le pouvoir. Or, les pays de l'Est sont en contact avec leurs frères d'armes. Ils ont suivi des formations ensemble et autres. Donc, sur ce point, je pense, tout pays qui va s'hasarder à déclarer une guerre aux 3 pays membres de l'Est, qui font la guerre ensemble, et je pense que c'est creuser sa propre tombe. Donc, à ce niveau encore, c'est difficile. Mais il faudra comprendre que des pays, mais parce que même envoyer ces troupes indirectement, vous aurez à expliquer. Vous allez commencer à dire, ouais, c'est un hélicoptère qui a fait crash, non, ils ont sauté sur une mine, mais après, il fallait justifier la mort de chaque militaire. Or, l'armée les militaires sont très sensibles à ça. Si des militaires perdent leur vie et que les conditions ne sont pas bien expliquées, ça peut conduire à ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. C'est ce qui s'est passé. Des militaires mouraient, on ne savait pas comment. Et si on veut utiliser des militaires africains pour des opérations en sourdine, mais après vous aurez des corps sous la main, il serait question d'évacuer les corps. Et à la longue, plus il y aura beaucoup de corps, plus l'explication deviendra compliquée et ça sera très, 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 très difficile. Donc, à ce niveau encore, là, il y a beaucoup de difficultés. Conclusion, sur ce volet, tout ce qu'il peut faire, c'est d'armer davantage des groupes terroristes, mais les terroristes sont en difficulté. C'est ce qui montre que les pays de l'Est, à la longue, vont gagner cette guerre. C'est inévitable. Mais après avoir eu les déchus sur les terroristes, y aura-t-il un président qui sera suicidaire, qui va s'hasarder à s'attaquer à eux, au nom d'un prétexte tout fabriqué? On ne le sait pas. L'État nous en dira plus. Mais ce qu'il faudra voir dans cette histoire d'encerclement, il y a encore, parce que ces gens-là ne voient jamais arriver. J'ai dit, ils ont leur plan, Dieu a son plan. La nature a son plan. Il y a toujours ce qu'ils ne prévoient jamais. C'est quoi, par exemple? Vous savez, quand ils ont décidé d'envahir l'Irak et de venir à bout de Saddam Hussein, en vantant tous les prétextes possibles, Saddam Hussein c'est un sunnite. Et les sunnites sont minoritaires en Irak. Ce sont les chiites qui sont majoritaires. Et Saddam Hussein avait fait la guerre contre l'Iran. Saddam Hussein, d'emblée, était un rempart contre, bien sûr, la montée en puissance de l'Iran dans la sous-région. Mais en enlevant Saddam Hussein, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que ce sont les chiites qui vont reprendre le pouvoir en Irak. Et ces chiites-là sont majoritaires. Donc quand les chiites ont repris le pouvoir en Irak, c'est devenu un axe de continuité de l'Iran. Et ça, ils n'avaient pas vu venir ça. C'est comme en enlevant, et dorénavant, l'axe de l'Iran, Iran fait frontière avec l'Irak, qui fait frontière avec la Syrie, où vous avez Bachar, et de l'autre côté jusqu'au niveau du Liban. Voilà toutes leurs difficultés aujourd'hui. Ils n'ont pas vu ça venir, qui vont créer un axe continu, c'est-à-dire de l'Iran jusqu'à Beyrouth. Ils n'ont pas vu ça.
Et là, c'est leur erreur géopolitique très monstrueuse. Bon, ils ont commis la même erreur avec la Libye. Tout ce qu'ils voyaient, on allait se venger de Kadhafi. D'accord. Mais simplement se vengeant de Kadhafi. Certes, ils peuvent continuer à faire pomper le pétrole libyen. Ils peuvent avoir une part de ces pétroles. Mais ils n'ont pas vu que dorénavant, il y aurait une présence militaire des Turcs, la force Sadat, des Russes en Libye. Ça, ils n'ont pas anticipé. Pourtant, la Russie s'était juste abstenue au moment, bien sûr, du vote au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, mais après, a si poussé ses pions pour être là. Donc, à ce niveau, ils n'ont pas vu ça venir. C'est comme au Soudan. En scellant la partition du Soudan, c'est qu'ils n'avaient pas vu venir. Pour eux, ils allaient totalement contrôler le Soudan du Sud qui faisait 60% des réserves du pétrole du Soudan. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que les Chinois allaient s'engouffrer dedans et prendre la possession de ces pétroles sud-soudanais. Et c'est là qu'il y a eu cette fameuse guerre encore très dévastatrice qui est toujours en cours depuis l'indépendance du Soudan du Sud entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Ils n'ont pas vu venir ça. Ils ne voient jamais venir le coup. C'est comme si ce qu'ils font partout, même dans les pays de l'Est. Ils ne savaient pas que tout l'armée allait être renversé et que les pays de l'Est allaient appeler Poutine au secours. Ça, ils n'ont pas vu venir ça. Ces gens-là multiplient beaucoup plus d'erreurs. Et là, le point positif, c'est quoi? Regardez aujourd'hui, au niveau du Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Kagame vient de se débarrasser d'un général très influent qui ne veut plus de cette guerre impérialiste contre la RD Congo. Les Rwandais ont quoi gagner à déstabiliser la RD Congo? Qui gagne les Rwandais lambda dans ça? Et c'est le prix pour rester éternellement au pouvoir. Et les fameux Africains qui nous sortent chaque fois l'arme de la démocratie. Je vais leur dire au passage que le président Paul Kagame a été un chef rebelle. Ils ne le savent pas. Que c'est un ancien rebelle qui est au pouvoir. Ils ne le savent pas. Mais pourtant, il a même été président de l'Union africaine. Où est la démocratie? Un chef rebelle qui accède au pouvoir et qui devient président de l'Union africaine. Oui, il y a tellement des exemples comme ça. Même l'autre de Comore qui a été président de l'Union africaine, mais lui, il est arrivé au pouvoir avec un coup d'État. Vous savez, les Africains, vraiment, moi, je ne comprends souvent pas quoi. Bon, il y aura le procès Bazoum. Bazoum, sans doute, va dire beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup va faire fuiter beaucoup de choses. Ce n'est pas gratuit que Bazoum est tenu et qu'ils ont remis ciel et terre pour qu'il soit libéré et qu'il est resté en détention, des opérations échouées pour sa libération. Il en sait beaucoup. Et Bazoum, même aujourd'hui, si on le libère, il a déjà tout vomi. Le Niger, si vous voyez qu'il tient tête, qu'il leur demande de quitter, c'est parce que le Niger a beaucoup d'informations. Donc, ce qui s'est passé au niveau du Rwanda, c'est des cas qui peuvent être multipliés. Et je l'avais expliqué. Ils peuvent tenter des choses, mais ça va retourner contre eux. Et ce qui se passe du côté du Rwanda, Kagame peut arrêter un général. Mais dès qu'un général commence à se montrer méfiant, dites-vous qu'il est en contact avec d'autres généraux. Va-t-il faire arrêter tous ces généraux? Ou tous ces généraux vont-ils tous se laisser faire arrêter? C'est là la vraie question, cher peuple d'Afrique. Donc, en conclusion, la lutte continue, restons sereins, comme le disent nos frères de la Côte d'Ivoire, devant ces maïs, il n'y a rien. Et les Maliens disent, les singes n'ont rien derrière que de la poussière. On continue. Merci beaucoup.